Les mycobactéries. Rien que le nom, ça évoque tout un monde pour les scientifiques, un champ de recherche ultra intense. Et pour cause, ce genre de bactéries a laissé une sacrée cicatrice dans l'histoire de la santé humaine. Aujourd'hui, on va plonger dans le profil de cet adversaire microscopique, un véritable assassin cellulaire. Il faut s'imaginer ça. Une maladie qui fauche des vies, qui se propage dans l'ombre, sans que personne ne sache d'où elle vient, ce qui la cause. C'était la dure réalité pendant une très très longue partie de notre histoire. Une menace invisible, mais bien réelle et implacable. C'est la question qui a obsédé des générations de médecins et de chercheurs. On va donc se lancer dans une véritable enquête scientifique pour enfin démasquer cet ennemi et surtout pour comprendre comment il fonctionne. Allez, c'est parti, on décortique tout ça. L'histoire de la tuberculose, c'est vraiment une épopée scientifique fascinante. Pendant que la maladie faisait des ravages, des esprits brillants, un peu partout, commençaient à assembler les pièces du puzzle pour comprendre sa nature. Alors tout s'accélère à partir de 1865. Villemin, il prouve un truc fondamental. Non, ce n'est pas une fatalité, c'est bien une maladie contagieuse. Et puis arrive le tournant majeur. 1882, Robert Koch, il met enfin un visage sur l'ennemi. Le bacille est identifié, le fameux BK, le bacille de Koch. À partir de là, c'est des décennies de lutte acharnée avec d'immenses victoires, comme le vaccin BCG en 1921, et puis en 1944, la découverte de la streptomycine, le tout premier antibiotique efficace. Bon, maintenant que l'ennemi a un nom et un visage, il faut comprendre ses défenses. On quitte l'histoire pour entrer dans la biologie pure. La question clé, c'est pourquoi cette bactérie est-elle si coriace ? Eh bien, la réponse se cache dans sa structure, qui est vraiment unique. Et voilà son super pouvoir, l'acido-alcoolo-résistance, ou AAR pour les intimes. C'est vraiment sa carte de visite. Concrètement, ça veut dire quoi ? Une fois qu'on la colorie en laboratoire, elle s'accroche à sa couleur et refuse de la lâcher, même si on la passe à l'acide et à l'alcool. C'est cette ténacité qui, paradoxalement, nous permet de la repérer au microscope. Alors, d'où vient cette résistance de folie ? De sa paroi, une vraie forteresse. Faut l'imaginer en 3 couches. Tout en bas, on a les fondations, le peptidoglycane pour la solidité. Au-dessus, une sorte d'échafaudage complexe qui lie le tout, l'arabinogalactane. Et enfin, le chef-d'œuvre, la couche extérieure, faite d'acide mycolique. C'est ça le secret, une espèce de bouclier de cire, presque impénétrable, qui la protège de tout. Il faut savoir que le bacille de la tuberculose n'agit pas seul. En fait, il appartient à une grande et redoutable famille, le genre Mycobacterium, qui compte pas mal de membres peu fréquentables. Voilà leur fiche d'identité. Ce sont des bâtonnets, ils ne bougent pas et ils ont besoin d'oxygène pour vivre. Mais le point le plus dingue et le plus important en pratique, c'est leur lenteur. Leur temps de génération, c'est-à-dire le temps qu'il leur faut pour se diviser, peut aller jusqu'à 20 heures. C'est énorme. Et ça change tout. Le diagnostic est forcément long et on doit attendre avant de savoir quel traitement va fonctionner. Dans cette grande famille, on distingue en gros 2 groupes qui nous posent problème. D'un côté, le fameux complexe tuberculosis, qui cause des maladies qui se transmettent d'une personne à l'autre, et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les mycobactéries atypiques. Elles, ce sont des opportunistes. Elles ne sont pas transmissibles, mais elles attendent patiemment qu'un système immunitaire soit affaibli pour passer à l'attaque. Et pour que le portrait de famille soit complet, impossible de ne pas mentionner Mycobacterium leprae, aussi connu comme le bacille de Hansen. C'est lui, l'agent responsable d'une autre maladie qui a terrorisé l'humanité, la lèpre. Bon, revenons à notre coupable numéro 1, Mycobacterium tuberculosis. Une fois qu'on arrive enfin à le faire pousser en laboratoire, il a une apparence bien à lui, une sorte de signature visuelle. Sur un milieu de culture solide, comme le milieu de Löwenstein-Jensen, son look est très caractéristique. Les colonies ne sont pas lisses du tout, au contraire, on dit qu'elles ont un aspect rugueux, et l'image qui revient toujours, c'est celle d'un chou-fleur. C'est très parlant pour les microbiologistes. Et si on le met en culture dans un milieu liquide ? Là encore, l'aspect change. La culture devient granuleuse, et cette fois, l'image qui vient à l'esprit, c'est celle des grains de couscous. Toutes ces descriptions visuelles, ce sont des indices précieux qui aident à l'identifier. Mais alors, concrètement, comment ça se passe en labo ? Comment on fait pour attraper ce coupable à partir d'un échantillon d'un malade ? Eh bien, c'est un processus qui demande de la rigueur et, on l'a dit, beaucoup de patience. Le chemin est bien tracé. D'abord, bien sûr, le prélèvement. Ensuite, on passe à l'examen direct au microscope, après une coloration spéciale, celle de Ziehl-Neelsen, pour chercher ces fameux bâtonnets. Si on en voit, c'est déjà un signal fort. Mais l'étape reine, ça reste la culture. On ensemence des milieux spéciaux et on attend. C'est ça le grand défi. Cette attente peut durer plus d'1 mois, et c'est seulement quand la bactérie a bien voulu pousser qu'on peut enfin passer à son identification formelle.
Et la microscopie, elle ne se contente pas de dire oui, il y en a ou non, il n'y en a pas. Elle permet aussi de quantifier la menace. En comptant le nombre de bacilles par champ microscopique, on peut donner un score, une estimation de la charge bactérienne, faible, moyenne, élevée. C'est une info cruciale pour suivre l'évolution de la maladie et l'efficacité du traitement. Ok, une question se pose. Le microscope nous dit « Attention, il y a une mycobactérie ». Mais il ne nous dit pas laquelle. Est-ce le dangereux bacille de la tuberculose ou une de ses cousines atypiques moins agressives? Comment on peut en être sûr? La réponse, c'est la biochimie. On peut imaginer que chaque espèce a sa propre empreinte digitale métabolique. Pour la révéler, on lui fait passer une série de tests comme un interrogatoire. On teste sa capacité à produire certaines enzymes, à résister à la chaleur, à accumuler certaines substances. Par exemple, M. tuberculosis est négatif au test de la catalase à 68 degrés, mais il est positif au test à la niacine. Et c'est cette combinaison unique de oui et de non qui permet de l'identifier formellement et de le distinguer des autres. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que toute notre stratégie de lutte repose sur cette connaissance intime de la bactérie. C'est en comprenant les failles et les particularités de son armure de cire et de sa signature biochimique qu'on peut la diagnostiquer et ensuite la combattre. Mais le combat n'est jamais vraiment terminé. Les bactéries sont incroyablement adaptables, elles développent des résistances aux antibiotiques. La grande question qui reste en suspens, c'est donc quel sera le prochain chapitre de cette enquête scientifique? Quelles nouvelles techniques, quelles nouvelles astuces devrons-nous inventer pour garder une longueur d'avance sur cet assassin cellulaire?